like to drive. I can sense it. I can feel it. J'aime avoir le contrôle. Being in control. Ha ha! Here comes the Voici la vraie moi. When I sit Au in the volant, car, je me sens forte. I feel sense of empowerment You do? because those days, not Surtout qu'au début, peu de femmes conduisaient, encore moins one une man nonne. ever drove a car. Mine de rien, une nonne bouddhiste au volant d'un 4x4 dans les rues folles de Katmandou, ou qui sillonne le monde librement, c'est inhabituel. Avec ses traditions religieuses et culturelles millénaires, on a l'impression que le temps a oublié le Népal, ce tout petit pays au pied de l'Himalaya, sur le toit du monde. Mais quelque chose est en train de changer. Avec toutes ces femmes qui bousculent les traditions et qui font voler en éclats les plafonds de verre du Népal. L'image qu'on se fait du Népal, c'est celle-ci. Des montagnes sublimes, des hameaux coupés du reste du monde, le paradis du trekking, une carte postale à faire rêver. Et il y a de quoi? J'y suis allé en 2011, une sorte de pèlerinage initiatique entre tourisme et spiritualité. On a marché tout le long de la vallée de Katmandou. On a pris les sentiers qui mènent aux montagnes. On ne revient pas indemne de voyages comme celui-là. Mais c'était avant 2015, avant que la Terre ne tremble et que pas grand-chose ne résiste. Encore aujourd'hui, certains quartiers sont comme des villages au lendemain d'intenses bombardements. Et pourtant, malgré les tremblements de terre, les crises politiques, la pauvreté et la pandémie, il y a des mots ici qui prennent tout leur sens. Résilience, espoir, changement, comme nulle part ailleurs. C'est pour comprendre la résilience des Népalais qu'on tenait tant à rencontrer Annie Choindrolma, une légende, une étonnante nonne qui inspire des gens aux quatre coins du monde. On l'appelle Anila, ou tout simplement Annie, et ce matin, on a de la chance, on a rendez-vous avec elle dans son quartier d'enfance, Bodnat, le quartier bouddhiste de Katmandou. Et c'est là que commence son histoire, dans la tragédie et la violence de son père, qui vont la changer à tout jamais. Et peut-être pas comme on l'aurait imaginé. Je n'ai jamais vraiment pensé qu'il allait me tuer. Mais j'ai souvent craint qu'il tue ma mère. C'était douloureux et parfois presque insupportable de me faire battre. Mais le plus difficile, ce n'était pas de subir moi-même les coups, c'était de voir ma mère se faire battre. Et ma mère est pour moi l'être le plus cher. C'était terrible de ne pas pouvoir la protéger, comme le dictait naturellement mon cœur. Quand une personne qu'on aime est battue ou torturée sous nos yeux, on veut la protéger. Mais j'étais impuissante. Longtemps, j'ignorais même que la loi condamnait cette violence. Je vous jure.
Et cette histoire n'est pas que la mienne. C'est aussi celle d'un grand nombre de familles au Népal. Les enfants ne savent pas ce qui leur arrive ou à quelle porte cogner pour qu'on vienne à leur secours. C'est à l'âge de 12 ou 13 ans qu'Annie fuit la violence de son père en trouvant refuge dans la montagne, dans un monastère bouddhiste où elle devient nonne. Pour la première fois, Annie se sent libre. À l'époque, jamais elle ne l'aurait cru. Mais aujourd'hui, plutôt qu'avec de la haine, c'est avec compassion qu'Annie pense à son père. Avec de la compassion, malgré toute la violence qu'elle a vécue. Quand je vous raconte cette histoire de violence domestique, mon père vous apparaît peut-être comme le plus détestable des êtres. Pourtant, j'aurais beaucoup de mal à me le représenter de cette façon, maintenant que le temps a passé. Quand j'étais enfant, mon père incarnait le mal. Mais maintenant que je suis plus sage et que j'y vois plus clair, grâce à mon maître et aux enseignements du Bouddha, je peux interpréter mon expérience avec justesse. Et du même coup, je peux m'efforcer d'entretenir davantage de compassion à l'égard de mon père. Je réalise que de cette façon, je suis bien mieux placée pour l'aider et en prendre soin. J'ai pu tisser avec lui un lien très beau, où il est devenu mon enfant et je suis devenue sa mère. Au dernier jour de sa vie, je me rappelle qu'il a pris ma main et l'a posée sur son front. Et il a dit, « Je suis très chanceux d'avoir une fille comme toi, qui s'occupe de moi comme ma mère. » C'est beau, non? Annie n'est pas la seule à trouver son salut dans la religion. Mais ce n'est certainement pas le cas de la plupart des Népalaises. Encore aujourd'hui, le taux de scolarisation des Népalaises demeure bien inférieur à celui des hommes. Leurs conditions de vie sont souvent déterminées par la culture et les traditions ancestrales où l'homme est maître. Nous aimons notre culture. Ce que nous remettons en cause, c'est tout ce qui fait obstacle à l'égalité entre hommes et femmes. Tout ce qui bloque l'égalité d'accès, de participation et de contrôle sur les ressources. Une entrevue avec la juge Sapana Pradhanmala, c'est rarissime. Mais quand il est question du droit des femmes au Népal, elle est incontournable. Avocate de formation, politicienne, aujourd'hui juge à la Cour suprême du Népal, on pourrait dire qu'elle est la preuve que les Népalaises ont engagé le combat et que les choses changent. Contester la loi, c'était remettre en question bien plus que la loi, parce que cette loi, à l'origine, a été fondée sur la culture et la religion. C'était donc une attaque contre la culture, la religion, l'État et le pouvoir politique.
Si les Népalaises peuvent contester les aspects discriminatoires de la religion et de la culture, c'est grâce au cadre constitutionnel lui-même qui stipule maintenant que toute discrimination émanant de la culture ou de la tradition est une forme d'exploitation en vertu des droits fondamentaux. En voici une autre qui ne donne pas sa place quand il est question du droit des femmes au Népal. Lamo Sherpa, elle est épidémiologiste. Quand on l'a rencontrée à Katmandou, elle échangeait avec des jeunes étudiantes universitaires. Que des femmes. En fait, jamais les Népalaises n'ont été aussi nombreuses à fréquenter l'université. On peut se demander si une scène comme celle-ci aurait été pensable il y a 10 ou 15 ans. Les Népalaises sont tournées vers l'avenir, mais se heurtent à certaines politiques rétrogrades. Lamo Sherpa sait que la clé du changement passe par l'éducation. Mais encore faut-il que la famille l'accepte et soutienne les jeunes femmes qui veulent pousser leurs études. Et une fois mariées, qu'elles puissent faire carrière sans tout céder au ménage, au mari et à la belle-mère. Une politique récente stipule que les femmes de moins de 40 ans appelées à voyager à l'étranger doivent en obtenir la permission auprès de leur mari, de leur famille, d'un tuteur ou d'une institution quelconque. Alors seulement peuvent-elles voyager seules. C'est une des façons dont on les empêche de voyager librement. On n'a pas confiance en leur autonomie. Une autre politique, proposée pas plus tard qu'hier, contraindrait une femme qui désire se remarier à rendre à son premier mari toute propriété qu'elle a acquise au cours de leur union. Alors seulement pourrait-elle se remarier. Comme en témoignent bien les journaux, ce sont des hommes qui sont derrière ces politiques. Seulement des hommes. On doit donc faire en sorte que des femmes contribuent elles aussi à l'élaboration des politiques. La vie d'Annie est faite d'inattendus et de succès totalement imprévus. Annie a toujours chanté, mais elle n'aurait jamais imaginé que sa voix si particulière allait lui ouvrir les portes d'une carrière musicale internationale. Annie, la nonne bouddhiste qui chante au-delà de l'Himalaya. Quand tu arrives au moment où tu joues plus lentement, je vais intégrer le chant. Je ne me dis pas « Oh, je suis la célèbre nonne » ou « Je suis la nonne bouddhiste qui chante ». Rien de tout ça ne me traverse l'esprit. Ça n'a rien de calculé. J'aime simplement chanter. Et quand je chante, c'est pour moi une expérience très méditative. C'est mon maître qui m'a entraînée de cette façon. Comme vous pouvez le voir, j'aime chanter les yeux fermés. Mon esprit revient à son état naturel et pour un moment, je suis libérée de l'espoir et de la crainte. Et ça, c'est l'état d'esprit le plus pur que je connaisse. La carrière d'Annie a pris une tournure inusitée. Il y a eu des enregistrements, plusieurs, des concerts, des voyages et la célébrité. Mais plus j'avançais, plus je voyais que le chant avait aussi le potentiel de récolter des fonds. La question s'est alors posée de savoir comment j'utiliserais cet argent. Et la réponse s'est imposée. Il fallait que je réalise mon rêve, ce rêve d'offrir l'éducation aux jeunes filles. Je me suis donc attelée à concrétiser cette aspiration et à faire exactement ce dont j'avais envie.
Mais le succès, la célébrité et l'argent, je les vois plutôt comme des conséquences inattendues. L'argent, la célébrité et tout, avec ça, Annie peut espérer changer le monde petit à petit autour d'elle. À commencer par celui des jeunes filles. D'abord, en ouvrant une école dans les collines autour de Katmandou. C'est comme une école dans les nuages. Aujourd'hui, on vient de loin pour rencontrer Annie Showing Dolma, pour s'en inspirer. Et un jour, Annie nous a dit « Il y a une vedette américaine en ville qui est venue pour me voir. Vous voulez venir avec moi? » C'est comme ça qu'au pied de l'Himalaya, on a fait connaissance avec une légende du rap qui a influencé tout le monde musical des dernières décennies, Wyclef Jean. La première fois qu'on nous a invités aux États-Unis, ils ont voulu me faire découvrir un genre de musique américaine qui était encore tout nouveau à l'époque. Ils m'ont dit « Tout le monde écoute ça en ce moment, ça s'appelle le rap ». Puis ils m'en ont fait jouer. Et moi j'ai dit « Vraiment, c'est du rap ça ?» Chez moi, on fait ça depuis très longtemps. Je ne sais pas depuis combien de temps, mais ça remonte loin. Et il a dit « C'est vrai ? Vous pouvez nous montrer ?» Bien sûr. Et ils ont éclaté de rire. Elle s'est rappée. J'adore les voix. Et quand j'ai entendu cette voix dans mon monde, c'était comme un ange qui chantait. Alors j'ai dit à mon équipe, quand je vais y aller, il faut absolument que je la rencontre. Let's go, come on. I came to the school. I'm feeling the vibe. You're looking so beautiful today. Oh, how good does it feel for all of us to unite in one place and feel together. Here we go. Whoa. So I was amazed also. You know, this. Ça m'a vraiment impressionné. Ce que je vois ici et toute l'idée derrière, tout ce qu'on fait pour les enfants, la façon dont ils vous serrent dans leurs bras, ça me touche beaucoup. Vous savez, mes parents m'ont laissé quand j'avais 1 an et je ne les ai pas revus avant l'âge de 10 ans. En Haïti, il y a un grand nombre de jeunes filles qui sont forcées de vivre dans la rue jour et nuit. Et de voir quelqu'un se porter responsable et agir comme guide, c'est chose rare. C'est ce qu'on voit ici, et c'est admirable. J'ai bien hâte de partager ce que j'ai vu ici avec mon pays et d'inspirer un plus grand nombre de personnes à agir. Bien plus que dans les campagnes, les grandes villes s'ouvrent au changement et permettent de plus en plus aux femmes de résister aux traditions qui leur imposent de rester à la maison pour s'occuper du mari et des enfants sous la gouverne de la belle-mère. Toutes les Népalaises que nous avons rencontrées nous ont parlé de ça. Jasmine travaille pour une entreprise touristique de Katmandou. Sa voisine de bureau, c'est Rashmi, la copropriétaire de l'agence, une femme d'affaires. Toutes les deux sont mariées, elles ont des enfants, alors travailler à l'extérieur de la maison, c'est un réel défi.
viens souvent d'ici et ça, c'est le village de Nevar. Tout comme pour Anita d'ailleurs, une des rares guides de montagne, une pionnière dans un monde réservé presque exclusivement aux hommes. En fait, pour toutes ces femmes, l'égalité est un dur coup. Quand il me dit de donner un coup de pied, je lui donne vraiment un coup de pied, quoi. C'est toutes mes frustrations qui sortent. Mais est-ce que tu penses à des gens en particulier? Non, je ne pense pas à des gens particuliers, non. Dans le tourisme, il y a très peu de femmes. Pourquoi? Mais parce que les femmes ne peuvent pas toujours sortir, faire ce qu'elles veulent. Une fois qu'elle est dans la famille, une fois qu'elle est mariée. Donc c'est très difficile de faire comme on veut, être libre. Ouais. Donc il faut se battre. En tant qu'une femme, on a beaucoup plus de responsabilités. Il faut qu'on joue beaucoup de rôles dans la famille. Parfois le rôle de la belle-fille, de la mère, de la femme. Donc on ne peut pas être disponible comme on veut, comme un garçon, comme un homme, où on met la cravate et puis la veste, et puis on peut dire « Ok, j'ai un meeting, je sors tout de suite ». Non. Il faut gérer la maison, gérer tout le monde, et puis après sortir, et puis aller travailler. C'est vraiment pas l'égalité entre les hommes et les femmes. Égalité, il n'y a pas d'égalité. La belle-fille typique népalaise, ça veut dire de se réveiller à 5 h du matin, faire la cuisine, faire manger à tout le monde, et puis toute la journée faire le travail comme une femme de ménage à la maison. Donc moi, je ne fais pas du tout ça. Je me suis dit non, peut-être que j'aurai l'aide à la maison, mais c'est pas ça que je veux faire dans la vie. J'aimerais beaucoup être comme féminine. J'aimerais être douce, mais s'occuper du business et s'occuper de la maison et d'autres choses aussi dans la vie, c'est pas toujours facile. Et puis, petit à petit, on devient têtu, en fait. J'aime pas être comme ça. Quand tu embarques sur ton scooter, à quoi tu penses? La liberté, tu te sens libre, tu te sens bien? Je sens vraiment bien parce que ça me donne le sentiment que je suis libre, je suis indépendante. Voilà, j'ai pas besoin de quelqu'un pour demander, voilà, viens me chercher là-bas ou viens me déposer là-bas. S'il y a un problème, je dois aller chercher ma fille ou quelqu'un à l'hôpital ou aller chercher les légumes ou quoi qu'il arrive. Je suis indépendante. Je prends mon scooter, comme ça, je pars. Vive le scooter, quoi. Il y a des obligations familiales, donc il faut être là. Il y a obligations sociales, il faut être là. Genre, il y a de temps en temps, on a beaucoup de festivals au Népal, donc on est religieux, on suit les traditions, on est attaché avec notre tradition. Donc, travailler, être moderne, indépendante et être attaché avec la tradition en même temps, ça fait ouf. Quelquefois, j'ai juste envie de partir quelque part et dire « Oh, mais c'est trop difficile. Ouais. C'est trop difficile. » Il n'y a jamais eu le moment où je n'ai pas besoin de me battre. Okay. Il faut se battre tout le temps. Et avec la belle-mère à côté, ça ne marchait pas tout le temps. Parce qu'elle, elle a un concept différent. Elle a une vie différente. Et moi j'ai une vie différente. Elle était mariée à 9 ans. Je suis très fière de moi. Je suis contente de ce que je suis.
Nous, pendant qu'on marche, qu'on fait la montagne, on aime bien chanter cette chanson. Pour être la guide de montagne, vous avez besoin de beaucoup de passion. Parce que le chemin, c'est pas très agréable. N'importe quoi qui arrive, n'importe quand, et même le dortoir, c'est pas facile. Ça, c'est vraiment le challenge pour les filles, pour dormir. Et les guides des hommes qui peuvent dormir n'importe où aussi, mais pour les femmes, c'est un peu le challenge. On peut dire que moi, j'aime bien prendre le challenge. Si, pourquoi pas seulement les hommes qui peuvent le faire. C'est les femmes aussi qui arrivent à faire au niveau. Moi, j'ai pensé à moi, ce que mon cœur dit. Tu peux le faire. Allez, vas-y. Une fois qu'on est monté tout en haut, qu'on voit la belle vue partout, on oublie tout. On oublie tout. Annie Showing-Drolma aussi croit au changement. Et elle sait que ça passe par l'enfance, une enfance qu'elle n'a pas eue, elle. C'est pour ça qu'elle a créé une école dans la montagne et ici, un centre de la petite enfance. L'école et la garderie. Elle en fait une affaire personnelle. De nombreuses femmes se retrouvent en difficulté lorsque leur mari les quitte ou prend une seconde épouse. Elle est alors mise de côté. Elle a un jeune enfant, elle ne peut pas travailler pour le nourrir parce qu'il est encore trop jeune et elle ne peut pas l'emmener au travail avec elle. Je me suis donc dit que la meilleure chose que je pouvais faire était de mettre sur pied un lieu d'accueil. Quand j'étais enfant, je rêvais d'avoir un jouet. Comme tous les enfants, j'espérais recevoir une poupée Barbie ou un ours en peluche ou n'importe quel petit jouet ou petits oursons. C'était bien normal que j'en rêve, mais je n'ai rien reçu. Aujourd'hui, c'est vraiment comme si je satisfaisais mon propre désir inassouvi en offrant cet espace aux enfants et en ouvrant l'école Aryatara que vous avez déjà visitée. Je vis donc ma vie rêvée d'enfant par le biais de la leur. Je veux leur offrir tout ce que je désirais sans jamais le recevoir quand j'avais leur âge. J'en retire une grande joie. Ce qui me motive, c'est simplement la bienveillance. C'est si simple, vous savez. Je crois que la bienveillance est la sauce secrète, l'ingrédient essentiel dans la vie de tous. Et pas que la vie des humains, celle de tous les êtres. Cette simple bonté dans nos vies à tous, qu'on la donne ou qu'on la reçoive, c'est selon moi ce qu'on a de plus beau. Et pas besoin d'un esprit très sophistiqué pour en faire preuve. Il suffit d'utiliser son gros bon sens. En suivant Annie Showing-Drolma pendant plusieurs jours, on a compris qu'elle n'est pas uniquement une nonne bouddhiste ou encore une vedette de la musique. Elle est devenue une activiste sociale inépuisable. Et parce qu'elle est connue et qu'elle veut changer le monde, on lui demande souvent de l'aide ou encore de l'argent pour des causes comme celle des victimes d'attaques à l'acide ou au vitriol. Namaskar, Razur. Namaste. Ram Raja. Namaste, Babu.
Sa femme l'a attaqué avec de l'acide au milieu de la nuit. Au Népal, le système de soins de santé est défaillant, ce qui nous rend la tâche difficile, puisque les brûlures doivent absolument être traitées sur le champ. Ce sont largement des femmes qui sont victimes de telles attaques, à cause du sexisme. Je souhaite parfois pouvoir tout faire, pouvoir m'occuper de tout. Ce serait mon rêve. Donc, quand je rencontre quelqu'un comme lui, ça me remplit de joie, parce que ce que je suis incapable de faire, bien lui, il s'en occupe. Parmi tout ce qu'Annie a réalisé au fil des ans, il y a un projet en particulier qui lui tient à cœur. Une clinique qui offre des traitements de dialyse pour ceux qui sont atteints de maladies rénales. Annie n'avait aucune idée de l'existence de ces maladies jusqu'à ce que sa mère en soit atteinte. Ça a été une période très difficile. Cette situation a été la plus éprouvante de ma vie, affectivement, physiquement et financièrement. L'école était en construction et accueillait de plus en plus d'enfants. Si je voulais pouvoir la diriger tout en m'occupant de ma mère, il me fallait de l'argent. Pour renflouer les coffres, il a donc fallu que je donne plus de concerts, que je fasse plus de tournées. J'ai lu votre histoire. Vous êtes à la maison, vous recevez un appel, sachant très bien que votre mère est malade. Et vous vous précipitez à l'hôpital, vous vous rappelez? C'était le dernier jour de sa vie. Elle était en dialyse. On m'a appelé pour me dire que son cœur défaillait. Je ne me rappelle pas exactement ce que je faisais ce jour-là, mais je me suis rapidement rendue à ses côtés et j'ai senti que le moment était venu de la laisser partir. Excusez-moi. Plus facile à dire qu'à faire, hein? Excusez-moi. Et c'est vous qui êtes bouddhiste, imaginez-moi maintenant. Oui, ce n'est pas toujours facile d'être bouddhiste. C'est ce que je sais. Dans ma tête, j'ai tout compris. Mais mon cœur, lui, il est parfois têtu et égoïste. Quelque chose d'incroyable peut naître de cette souffrance. On parle facilement de la puissance de l'amour sans trop y penser. Mais c'est vrai, l'amour est d'une grande puissance quand on voit ce qui en découle. L'amour que j'éprouve pour ma mère est certainement en partie celui d'une petite fille qui est attachée à sa mère et qui ne veut pas la perdre. Mais il n'y a pas que ça. L'amour que j'ai pour elle m'a permis d'ouvrir cette clinique. La mère, la fille, les enfants, ce sont des valeurs fondamentales des Népalais. Et ce n'est pas facile de concilier les traditions avec les aspirations et le droit des femmes aujourd'hui. Non, mais encore de nos jours, la question des menstruations soulève de vifs débats, ce qui exaspère le docteur Lamou Sherpa. C'est pourquoi les femmes sont tenues à l'écart lorsqu'elles ont leurs règles. On dépose leur repas au pied de la porte. On ne leur permet même pas de boire au même robinet. Ce sont des coutumes qui persistent dans certains districts du Népal. Et c'est pourquoi je crois que le sujet des menstruations fait beaucoup parler, partout au Népal. Une collègue de recherche m'a dit « Même ma famille m'exclut lorsque je suis menstruée. » Et je lui ai demandé comment cela se pouvait, puisqu'elle avait mené des recherches exhaustives à ce sujet.
Elle m'a raconté que son mari étudiait dans le domaine de la santé aux États-Unis et que lorsqu'elle lui a confié subir de la discrimination de sa belle-mère durant ses règles, son mari lui a répondu « J'accepte de dormir dans le même lit durant tes règles, alors tu n'as pas à te plaindre. » Et c'était en 2018. 2018! Ça vous donne une idée de la situation. On a nos règles pendant 4 jours. On ne peut pas rentrer dans la cuisine et on ne peut pas rentrer où il y a l'hôtel, on dit, le Dieu, où on met le Dieu, où on fait la prière. Ces 2 choses-là, on ne peut pas faire. Et aussi, on ne peut pas toucher n'importe où. Et puis, je ne peux pas rentrer dans la cuisine parce que c'est considéré comme saleté. Et le 4e jour, il faut que je me lave. Et puis après, je suis comme pure. J'ai compris maintenant, il faut laisser aller les choses. Certaines choses, il faut laisser aller. On attend de la femme qu'elle soit une mère exemplaire et qu'elle s'occupe du foyer. Un journaliste m'a déjà demandé si j'étais une bonne mère, une bonne épouse et une belle-fille honorable. Et je lui ai répondu que je n'aimais pas cette question. Oui, la question m'a irritée. Je n'ai jamais entendu quiconque demander à mes collègues masculins s'ils étaient de bons pères, de bons maris et de bons gendres. Alors pourquoi cette question? Elle perpétue des stéréotypes et je n'y répondrai pas. Je travaillais dans un petit hôpital local fréquenté par les tisserands de tapis et la population des villages avoisinants. Et moi, je ne suis pas gynécologue. Je suis un médecin généraliste. Mais un couple est quand même venu me voir pour me demander des conseils gynécologiques. Alors, j'examine leur dossier. Le nombre de spermatozoïdes est normal, le rapport de la femme aussi. Je leur dis donc, tout est normal. Vous pourriez peut-être faire appel à une clinique de fertilité. Le mari me demande alors combien ça coûte. Je lui réponds entre 200 et 300 000 roupies, environ 2 à 3 000 $. Et il répond non, je peux avoir une autre femme pour 50 000 roupies. Il dit ça directement devant sa femme. Elle est juste à côté et il dit je peux acheter une autre femme pour 50 000 roupies. Non, mais qui peut faire une chose pareille? Tout le monde doit vous remarquer, non? Regardez, c'est la nonne. Oh oui, j'en ai choqué plusieurs. Choqué. Oui, bien des gens ont été déconcertés. Je dansais la salsa à merveille. Et quand je dansais, la moitié des gens étaient scandalisés et l'autre moitié était stupéfait de voir comme je dansais bien. Et ceux qui étaient scandalisés semblaient dire « Oh mon Dieu, une nonne bouddhiste qui danse, comment peut-on faire ça? Quelle perversion !» Ce genre de réaction. À une certaine époque, les gens me regardaient comme si j'entachais la communauté bouddhiste au grand complet. Aujourd'hui, on dit plutôt « Waouh, c'est génial ce qu'elle fait !» Jamais on n'aurait imaginé que c'était possible.
restait un endroit qu'Annie tenait à nous montrer. C'est tout au bout de cette route difficile, là où Annie a trouvé refuge il y a bien des années. Ça va? Depuis, chaque fois qu'elle revient au monastère, elle se sent chez elle. Mais aujourd'hui, on sent qu'elle veut partager quelque chose avec nous. Peut-être quelque chose de plus intime. Annie nous fait entrer dans un des lieux les plus sacrés pour elle. C'est la chambre de celui qui a été son maître et qui lui a ouvert les portes du monastère et de sa nouvelle vie. C'est mon maître que vous voyez sur cette photo. Et cette pièce était son lieu de recueillement. Tout ce que j'ai pu accomplir, c'est grâce à lui. Au fil des dernières années, j'ai commencé à ressentir les effets secondaires de mon succès mondial. Vous voyez? Quand j'étais plus jeune, une ambition m'habitait, celle de devenir une sorte de modèle, de donner l'exemple au plus grand nombre, en leur montrant que la fille ou la femme que j'étais pouvait accomplir les choses qu'elle désirait et dont elle était capable. Quand j'étais encore plus jeune, j'avais tendance à me plaindre de tout ce qui, dans la société, ne tournait pas rond. Mais petit à petit, j'ai réalisé que je pouvais moi-même incarner la réponse à mes questions. Et graduellement, je réalise maintenant qu'il est inutile de se plaindre aux autres des lacunes dans le monde. Le tout est de savoir ce que je peux moi-même contribuer à corriger. C'est pourquoi ma devise de prédilection est « Plutôt que maudire l'obscurité, pourquoi ne pas allumer vous-même une bougie ?» Si c'est vous qui souffrez de l'obscurité, c'est à vous qu'il incombe d'allumer une bougie.